Au milieu du XIXe siècle, dans le pays le plus industrialisé qu'est la Grande-Bretagne, on multiplie les chantiers titanesques. L'ingénieur et entrepreneur Isambard Kingdom Brunel est célèbre pour ses chantiers innovants et géants. Tunnels, chemins de fer, ponts, navires, il touche à tous les domaines en pointe de l'époque. Son plus grand projet est le Great Eastern. Les premiers navires à vapeur opérationnels remontent au début du XIXe siècle. D'abord limités aux rivières, ils s'aventurent sur les mers et vers 1840, ils peuvent commencer à se passer de la voile. Le Great Eastern date des années 1850 et sa principale singularité, c'est sa taille. C'est un géant pour l'époque, 2 fois plus grand que les navires d'alors. Il fait 211 mètres de long sur 25 de large et 18 de haut. Ce paquebot est conçu pour relier la Grande-Bretagne à l'Australie avec 4000 passagers. L'île continent ne disposant alors d'aucune mine de charbon, il emmène avec lui assez de combustible pour l'aller et le retour. Le chantier est lancé en 1854, directement sur la grève. Brunel est un pionnier de l'architecture navale en fer. Et c'est donc ainsi que le Great Eastern est construit. À cette époque, la soudure n'est pas maîtrisée, et la coque est constituée de plaques de 19 mm d'épaisseur, rivetées entre elles. Pour sceller un rivet, il faut d'abord chauffer son extrémité pour la ramollir, puis l'introduire dans son trou avant de le marteler. Toutes ces opérations sont manuelles, et il y a environ 3 millions de rivets. La coque est divisée par une série de cloisons verticales qui sont les premières à être posées. Elles délimitent des compartiments étanches. C'est la première innovation de Brunel. Les cloisons sont reliées par une structure d'un genre nouveau, une double coque à caisson. Ce plan assure une grande rigidité tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Cette conception permet d'éviter un naufrage lorsqu'en 1862, le Great Eastern heurte un récif. La première coque est ouverte sur 25 mètres de long et 2 mètres de large, soit plus que l'avarie fatale du Titanic. La propulsion est assurée par 2 roues à aubes de 17 mètres de diamètre couplées à une hélice de plus de 7 mètres. Elle propulse le navire à 14 nœuds. Les voiles des CIMA ne sont là qu'en cas d'urgence et ne sont jamais vraiment utilisées. Les roues à aubes, inspirées des roues de moulin, sont le système primitif de la propulsion à vapeur. L'hélice introduite dans les années 1840 est bien plus efficace et moins encombrante. La combinaison des 2 systèmes est rare. La place qu'occupe la propulsion est considérable par rapport aux standards actuels. En effet, le rapport poids-puissance des moteurs d'alors reste faible. Les 4 pistons des roues à aubes sont énormes. C'est sans doute le plus gros moteur jamais conçu pour un navire. Les cylindres de plus de 2 mètres de diamètre sont oscillants. Le moteur de l'hélice est bien plus compact et largement plus puissant.
La supériorité de l'hélice sur la roue à hob apparaît ici clairement. Les 10 chaudières sont encore plus encombrantes. Elles sont approvisionnées par 200 hommes et engloutissent 30 tonnes de charbon par jour. Le combustible est stocké sur les flancs du navire. Il peut en embarquer jusqu'à 3000 tonnes. Les passagers sont logés dans les 3 ponts supérieurs. Les flancs abritent les cabines, tandis que la partie centrale est réservée aux salles communes. Les salons et salles à manger sont très vastes et somptueusement décorés. Ils sont éclairés par des verrières le jour et par des becs à gaz la nuit. C'est le summum de la technique de l'époque. Le pont du navire, parfaitement rectiligne, est encore très marqué par l'héritage de la marine à voile. Les 6 mâts et les 5 cheminées dominent les 5 roufles qui abritent les accès vers l'intérieur. La timonerie, à l'origine découverte, se trouve à la poupe. Position utile pour surveiller les voiles, mais mal commode sur un navire à propulsion mécanique. C'est tout le problème du Great Eastern. Il est trop grand pour son époque. Et personne ne sait vraiment comment le mener. Sur le chantier, déjà, les retards s'accumulent. Les coûts explosent. Les accidents ne sont pas rares. Le maître d'ouvrage, en difficulté dès le départ, fait faillite. Toutefois, en 1857, après 3 ans de chantier, vient l'heure du lancement. C'est une épreuve supplémentaire. Trop lourd, le navire ne bouge pas. Il faut 3 mois pour le mettre à l'eau. Pendant la phase d'essai, une erreur de manipulation entraîne l'explosion d'une des chaudières. Les dégâts sont considérables. Brunel est ruiné et épuisé. Il est frappé par une attaque quelques secondes après la prise de cette photo. Il meurt peu après et n'assiste pas au désastre de l'exploitation commerciale. Contrairement au plan d'origine, le Great Eastern est affecté au service transatlantique, au lieu d'être dirigé vers l'Australie. Son principal atout, sa grande autonomie, devient alors inutile. Faute de moyens, il est mis en service avant d'être totalement achevé. De plus, il roule beaucoup. Ses défauts font fuir la clientèle. La suite de la carrière du géant est marquée par des accidents divers et des problèmes financiers permanents. Sa compagnie fait faillite en 1863 et le navire est racheté l'année suivante. Il débute une nouvelle carrière pour poser les premiers câbles télégraphiques transatlantiques. Le Great Eastern accomplit sa nouvelle tâche avec brio jusqu'en 1878. Sans réelle fonction après cette date, il est démoli en 1890. Il est encore le plus grand navire existant. Être un pionnier est toujours risqué.
Ce paquebot, rêve d'un ingénieur génial, a toutefois marqué son temps. Jules Verne, qui a voyagé à son bord en 1867, lui consacre un de ses ouvrages intitulé « Une ville flottante ».